Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine, le premier podcast francophone dédié à l'Ayurveda. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. Tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes étudiantes à l'école Gaia Veda pour devenir praticiennes en Ayurveda. Nous vous proposons un podcast bimensuel sous la forme d'interviews ou de sujets co-animés pour vous permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans votre quotidien. Êtes-vous prêts pour ce moment de détente et de bien-être rien que pour vous ? Dans cet épisode 10, nous sommes très heureuses de recevoir Nathalie Gita-Babourage. Avec Nathalie, nous aborderons les thèmes de la santé intégrative, du féminin en lien avec la lune, des couleurs et chakras, et de comment être une femme au XXIe siècle. Bienvenue Nathalie sur notre podcast Ayurveda. Donc tu as eu une carrière en tant que médecin de prévention auprès des pompiers de Paris, et tu t'es rapidement intéressée à la santé intégrative à travers un groupe de recherche de l'OTAN. Tu as ensuite quitté donc le milieu de la médecine pour créer l'ISI, l'Institut de santé intégrative, et te former à l'Ayurveda, au yoga et à la méditation, renouant ainsi avec tes racines indiennes. Tu es passionnée par les sujets liés au féminin, l'entrepreneuriat au féminin, les cycles féminins et leurs liens avec la lune. Tu as écrit Ma détox ayurvédique colorée, et tu proposes également des masterclass en ligne intitulées Sexy, Smart et Spirituel. Mais pour nos auditeurs hommes, nous ne vous oublions pas et nous posons également quelques questions pour vous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la santé intégrative ? Quand je la définissais il y a 5 ans, je disais, je réalise que ce mot intégratif, on peut le lire de différentes manières. Il y a évidemment associé l'ancien et le nouveau et la technologie, mais il y a aussi finalement aller à la rencontre de toutes les parties de soi et les intégrer ensemble, parce que c'est peut-être ça aussi le chemin de la santé. Parce que je me réfère à une citation d'un des pionniers en santé intégrative aux États-Unis, qui est le neurologue David Simon, et il a co-créé avec Deepak Chopra l'un des premiers centres d'Ayurveda aux États-Unis. Et lui, il disait, la santé, c'est peut-être un retour à la plénitude. Et moi, ça me parlait bien, cette définition, parce que la définition, c'est un objectif qui, aujourd'hui, si on en est vraiment à toutes les personnes, on a tous quelque chose qui fonctionne pas forcément, que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental. Et le fait de dire la santé, c'est l'absence de maladie, pour moi, ça ferme les portes. Puis ça exclut d'emblée toutes les personnes qui ont une maladie chronique, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut être sur son chemin de santé, même avec une maladie. Aujourd'hui, voilà comment je définis la santé intégrative. C'est peut-être un choix, et une fois qu'on a connecté avec toutes les parties de soi à l'intérieur, ça nous permet aussi de nous connecter à l'extérieur. Et ça rejoint cette notion de microcosme et de macrocosme en harmonie dans l'Ayurveda. Et justement, étant donné ton parcours en fait en tant que médecin et puis ensuite ton parcours dans la médecine ayurvédique, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est possible que la médecine moderne et la médecine ayurvédique travaillent ensemble main dans la main? Si tu veux, moi j'ai baigné dans l'Ayurveda en étant petite parce que j'ai grandi en Inde, mais on n'appelait pas ça Ayurveda. Et comme j'avais un esprit bien cartésien à 18 ans, que je voulais retourner en France pour faire mes études de médecine, j'étais contente d'arriver à la fac de médecine de Montpellier et d'avoir des études très scientifiques. Et très vite, j'ai commencé à sentir les limitations. Le fait de raisonner uniquement sur le corps physique, de raisonner sur les maladies et de moins s'intéresser à tout ce qui est prévention et compréhension de comment le corps humain fonctionne, ça a commencé à créer des frustrations. Et c'est là que, lors de certaines recherches que j'avais faites, parce que je faisais un diplôme universitaire de médecine humanitaire, je m'étais dit comment ils faisaient en Inde il y a 2000 ans. C'est là où j'ai commencé à tomber sur mais que c'était vraiment une science, une vision du vivant très complète et très poussée, parce qu'il y avait même de la chirurgie à l'époque, et il y avait de la santé publique. En fait, il y avait énormément de développement de disciplines au sein même de l'Ayurveda.
Et là, ça a fait tilt et je me suis dit, mais j'ai envie de me former. Donc, après mes études de médecine classique, je suis retournée en Inde, au Kerala. Je me suis formée comme thérapeute ayurvédique. Et puis, c'est le genre de discipline où quand on met un petit doigt dedans, ben, on a envie de continuer à se former et à découvrir. Donc, après, j'ai continué à me former en yoga-thérapie. Et lors de mes différents séjours aux États-Unis, ben, je me suis formée chez Deepak Chopra aussi ce que j'aime beaucoup dans son approche, c'est cette volonté de simplifier et de rendre accessible pour des personnes du 21e siècle qui sont pas forcément allées en Inde. Il y a un discours aussi intégratif qui parle aux soignants conventionnels. Ça aussi, c'est une dimension qui est importante aujourd'hui, je pense. Et justement, alors, quand tu parles de parler aux soignants conventionnels, qu'est-ce que l'Ayurveda pourrait apporter dans la médecine moderne? Bon, tout, j'allais dire tout, parce qu'en fait, c'est tellement complémentaire. J'utilise beaucoup une grille de lecture du développement durable et de l'innovation qui parle de notre cerveau qui est capable de comprendre les choses de manière linéaire, un symptôme, un traitement. Mais on sait aussi aujourd'hui que il n'y a pas que ce raisonnement-là, il y a le compliqué. On peut établir des théories, des protocoles, mettre les gens dans des études et voir leur évolution. Mais il y a aussi la dimension plus complexe où on ne comprend pas trop les liens de cause à effet. Mais on constate que aujourd'hui, si on agit à un endroit, un système vivant, il peut y avoir des répercussions à un autre endroit sans comprendre le cheminement. Et on voit aujourd'hui avec les progrès technologiques, avec Internet et le fait qu'on soit tous hyper connectés sur la planète, bah, on se rend compte que c'est une réalité aussi. Et puis la dernière réalité qu'on peut décrire, c'est le chaos, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus le lien entre les causes et les effets, mais c'est là. Et l'Ayurveda va permettre d'intégrer toutes ces dimensions-là. Et du coup, pour moi, l'Ayurveda, ça devient une grille de lecture du vivant où tu peux intégrer la médecine conventionnelle quand tu as un symptôme, une maladie organique que tu vas pouvoir traiter. Ça va au-delà on peut mettre l'Ayurveda à côté de la médecine conventionnelle, tu vois. Et des approches pédagogiques pour rendre autonomes les personnes aussi. Ça, c'est important, je pense, de pas simplement être dans le symptomatique et c'est le soignant qui a le savoir et qui va dire à la personne ce qu'elle doit faire ou pas faire. Ça peut être une première étape quand on ne connaît pas. Mais après, ce qui va être intéressant, c'est de donner les outils à la personne pour qu'elle comprenne ce qui se passe dans son corps, dans ses émotions, qu'elle puisse expérimenter et qu'elle puisse voir ce qui lui convient ou pas. Pour la responsabiliser sur sa santé, quoi. C'est ça. Et à chaque fois, je souligne avec cette notion de responsabilité, c'est pas celle que moi j'ai appris en fac de médecine, qui est la responsabilité où c'est tes risques, c'est oui. Toi qui il y a un petit côté moralisateur. La responsabilité, prenons la sonorité anglaise qui est responsibility, ça veut dire ma capacité à agir. Il se passe quelque chose, mon environnement m'envoie des signaux, il y a un déséquilibre, comment je vais pouvoir agir? Et une petite question en plus, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les médecins en France sont assez ouverts pour entendre cette autre façon de voir la façon d'envisager une maladie ou quoi que ce soit, et seraient ouverts pour travailler avec un thérapeute ayurvédique ou un praticien ayurvédique? Je dirais qu'entre il y a 15 ans et aujourd'hui, il y a vachement plus d'ouverture. Ça, c'est une chose positive. Mais les médecins qui viennent à moi, en général, c'est des médecins qui eux-mêmes viennent de traverser un burn-out ou une maladie et que de passer en posture de malade et de réaliser que la médecine conventionnelle seule ne suffisait pas, se sont ouverts. Ou c'est des médecins dont une personne de la famille a été touchée par une maladie. Et il y a aussi de plus en plus de jeunes médecins qui sortent à peine de la fac, qui font leur thèse et qui réalisent les limites de la médecine conventionnelle. C'est à peu près les profils que j'ai identifiés. Mais après, je pense que de toute façon, on est dans une évolution où tout est tellement communiqué. Enfin, grâce à Internet, les gens connaissent, vont chercher et les personnes qui vont voir leur médecin les informent directement. Donc, les médecins ne peuvent pas être contre. Au pire, ils vont dire, bon, bah, essayez si ça vous fait pas de mal. Ouais, c'est vrai qu'on on avait assisté à un cours de yoga. Il y avait une des participantes qui était une jeune médecin et qui nous a dit, mais je comprends pas que vous, dans votre cursus d'Ayurveda, vous ayez des notions d'anatomie, de physiologie, de médecine finalement moderne.
et que moi, dans mon cursus de médecine moderne, je n'ai aucune allusion aux sagesses ancestrales, quoi. Elle était vraiment... ça lui manquait, en fait. Mais oui, et je me rends compte parce que nous, on a des cours d'histoire de la médecine en première année de médecine. Ouais. Et on s'arrête à Hippocrate. Et on a l'impression qu'avant, il n'y avait rien. On parle pas de médecine chinoise, on parle pas de médecine ayurvédique, alors que ce sont des dinosaures en termes de médecine, puisque tous les historiens ne sont pas d'accord, mais ce sont des approches qui ont entre 3000 et 5000 ans. Oui, c'est ça, dans tous les cas, c'est ancestral, quoi. Donc, c'est vrai que c'est juste dommage qu'ils ne l'abordent pas, au moins ne serait-ce que pour présenter ce que chaque médecine, que ce soit chinoise ou ayurvédique, peut apporter et comment elle l'apporte et le protocole, en fait, utilisé. Simplement pour qu'ils sachent vers où aussi orienter certains patients qu'ils ont quelquefois et qu'ils ne peuvent pas accompagner par la suite à une opération ou quoi que ce soit, mais qu'un praticien ayurvédique peut prendre en charge au niveau alimentaire, exercice physique, yoga. Bah là, ce serait l'un de mes rêves et de mes collègues de santé intégrative, ce serait qu'il y ait une fac de médecine qui propose donc sur 10 ans la formation de médecin classique et une découverte des différentes médecines chinoises, ayurvédiques, de la naturopathie, en fait, qu'on choisisse comme ça une dizaine d'approches sans rentrer en profondeur, mais que simplement avec une semaine d'initiation, ça permette aux médecins de repérer ce qui leur parle déjà. S'ils ont envie d'aller plus loin sur une approche, ils peuvent aller plus loin, mais au moins quand ils ont des patients, en fonction de la pathologie de la personne et en fonction de ses croyances et de ce qu'elle a envie d'expérimenter, le médecin pourra guider vers un thérapeute. Et est-ce que toi, connaissant l'Ayurveda avant de faire la fac de médecine et ensuite connaissant la médecine moderne et en passant à l'Ayurveda, est-ce que tu utilises les deux ou est-ce que des fois ça peut t'embrouiller ou est-ce que tu utilises les deux? Est-ce que tu as une lecture du coup qui est différente? Non, en fait, pour moi, il n'y a pas d'embrouillage parce que c'est inclusif. En fait, et c'est la personne au centre qui dose, qui décide, tu vois, en fait. D'accord. Et après, concrètement, c'est sûr que je n'ai pas un cabinet de médecine générale où je fais de la consultation de médecine générale et je fais de la consultation expérimentée. Je me suis rendu compte que moi, je suis vraiment une pédagogue de la santé. Et donc, moi, ce que je propose, c'est de former les gens, de les coacher, de les sensibiliser. Et après, j'oriente vers des médecins généralistes ou spécialistes pour des cas spécifiques. Mmh. Et ensuite, on travaille ensemble pour que la personne qui a besoin d'être traitée va être traitée. Et après, pour tout ce qui est partie compréhension de ce qui se passe avec une lecture ayurvédique et expérimentation rituelle, elle va pouvoir instaurer tout ça. Donc, parmi les nombreux sujets aussi qui te passionnent, tu t'es beaucoup consacré à l'influence que pouvait avoir la Lune sur les femmes. Oui. Tu proposes d'ailleurs d'obtenir gratuitement depuis ton site un mandala lunaire afin que chacune puisse prêter attention à leurs émotions, leurs ressentis, leurs humeurs tout au long d'un cycle lunaire. Est-ce que tu peux nous dire quel est ce lien entre le cycle de la Lune et le cycle féminin? Ça aussi, c'était une expérimentation d'abord sur moi qui a... au moment où j'ai créé l'Institut de santé intégrative, il y a 5 ans, j'avais quitté un poste classique parce que en fait, ça manquait de sens en fait ce que je proposais et lors de la création de cette nouvelle activité, j'ai frôlé le burn-out plusieurs fois. Et je trouvais ça bizarre parce que je faisais pourtant ce qui me passionnait, alors que dans la définition du burn-out classique, c'est une perte de sens, une déshumanisation. Et moi, c'était tout l'inverse, puisque je faisais vraiment ce qui me plaisait, mais j'ai réalisé que je ne savais pas m'arrêter, en fait. Comme je vivais de ma passion, c'était tous les week-ends, tous les jours, et que, en fait, je me disais, je me reposerai plus tard. Et là, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. T'es toujours dans cette énergie du feu, de l'élément feu, à foncer, à proposer des projets et à ne pas t'économiser. Et depuis toute petite, on m'avait dit que j'avais un dosha Pitta, donc dosha feu, et je me disais, c'est normal. Et au bout d'un moment, à force d'être fatiguée, d'avoir du mal à récupérer, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu aussi à mes autres éléments, notamment l'eau, la terre. Et j'ai réalisé que c'était aussi des forces. Que même si on m'avait dit que ton
prédominance et Pitta, j'avais aussi Kapha et j'avais aussi Vata, donc l'air. Et je me suis dit, mais tous ces éléments-là, en fait, je me rends compte qu'en fonction du moment de mon cycle, il y en a un qui est plus prédominant que les autres. Et comme c'était une époque aussi où je m'intéressais à pas mal d'écrits autour du féminin sacré, j'ai découvert Miranda Gray, qui est une auteure anglaise, qui écrit sur le féminin sacré, et elle dit que les femmes traversent 4 phases dans leur cycle, qui est très proche du cycle lunaire. Une phase où elles sont dans une énergie vraiment de feu, où elles mobilisent toute leur énergie, elles sont capables d'avancer, elles parlent d'énergie guerrière, en fait, elles peuvent foncer. Une autre phase où ça correspond aux ovulations, elles sont plus dans le prendre soin d'elles, prendre soin des autres, parce que leur corps est prêt à accueillir un bébé. Et puis après, donc, s'il n'y a pas de fécondation, les hormones commencent à descendre, et là, on est dans une autre énergie qui ressemble plutôt à l'énergie de l'air, de la créativité, où on ne peut pas rester enfermé dans une case et travailler. Et après, donc au moment des règles, c'est le moment où on n'a plus d'hormones sexuelles, donc en fait, il n'y a plus de limite entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est une phase d'introspection, de régénération. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait, hormonalement, ça s'explique, ces 4 phases. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne me l'a jamais enseigné en biologie ou en médecine ? Ça devrait être quelque chose qui devrait être étudié, en fait, cette dimension cyclique du corps physique de la femme, du corps émotionnel de la femme, du corps énergétique. Et vu que ça n'existe pas, d'un point de vue médical, je me suis dit, je vais créer mes mandalas lunaires. Je vais tenir un petit agenda et noter tous les jours sur un cycle, voir comment les énergies varient. Et comme j'ai le langage des éléments d'Ayurveda, j'ai aussi rajouté moi à quel moment je me sentais plus feu, plus air, plus eau. Et au bout de 3 cycles, je me suis rendu compte que ça collait parfaitement avec ces 4 phases. Et c'est là où je me suis dit, mais j'ai envie aussi d'approfondir l'Ayurveda avec cette dimension cyclique, parce que en faisant mes recherches, il n'y a pas grand-chose sur ça. Dans les textes, on dit que les femmes sont connectées à la Lune, mais concrètement, il y a comme une zone de gap. Et en discutant avec des femmes qui s'intéressent comme ça aux écrits sur le féminin, elles m'ont dit, mais c'est normal, regarde, les écrits en Ayurveda, c'est des hommes qui les ont faits. C'est vrai. Et en fait, c'est pareil dans toutes les disciplines, que ce soit les disciplines classiques, conventionnelles de l'Occident, et même dans les médecines alternatives et complémentaires, c'est beaucoup d'hommes qui ont écrit, et du coup, eux, comme ils n'ont pas forcément cette dimension cyclique et lunaire directement, du coup, c'est zappé. Quel peut être l'impact du fait de suivre son cycle lunaire? Qu'est-ce que ça peut apporter comme intérêt? Je pense par exemple, tu en parles pour des femmes qui ont des douleurs prémenstruelles, pour des femmes ménopausées ou pour des femmes qui sont en aménorrhée. En fait, le fait de suivre ces cycles, moi je trouve que ça réaligne quelque chose, ça réaligne ta boussole intérieure, je dirais. Et tous ces petits symptômes, je dis petits ou grands symptômes, le syndrome prémenstruel, les douleurs intenses au moment des règles, ou les poussées d'endométriose pour les femmes atteintes d'endométriose, ou ces fameuses bouffées de chaleur pour les femmes atteintes de ménopause, pour moi, c'est des symptômes du corps qui nous dit attention, t'es pas en train de t'écouter. C'est pas des symptômes à supprimer et à continuer à faire ce qu'on fait qui n'est pas forcément bien pour nous. C'est des petits signaux faibles qu'on peut apprendre à écouter, à comprendre et à nous demander qu'est-ce qu'on peut modifier dans notre hygiène de vie, dans notre quotidien, pour que ça se réaligne tout seul. Ouais. Donc en fait, concrètement, pour moi, ça serait utile à toutes les femmes, en fait, quel que soit leur profil, quelle que soit leur maladie, si elles en ont, leur envie d'avoir un enfant ou pas. Ça, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Ouais, et donc on peut aussi observer son cycle, même si on n'est pas réglé, par exemple. Oui, même si on prend la pilule, même si on n'est pas réglé, même si on est ménopausé, même si on nous a retiré l'utérus, même si physiquement l'utérus n'est pas là, on sait qu'on est un corps énergétique aussi, qu'on a nos organes qui sont énergétiquement présents.
C'est vrai que ça peut paraître certaines femmes qui sont étonnées, par exemple, qui ont été opérées de l'utérus depuis longtemps. Quand je leur dis, mais vous avez encore un utérus énergétique, elles se disent, bah, c'est bizarre. Mais en même temps, les cellules, il y a vraiment cet espace énergétique, du corps énergétique qui est bien présent. Et la preuve, c'est tout simple, c'est qu'une femme qui n'a pas d'utérus, elle n'est pas linéaire. Ça, je connais personne qui va me dire, ah ben moi, je suis toujours stable tout au long des mois, des saisons, des années. Tout le monde, toute femme expérimente ces variations d'humeur. Donc, ça veut dire qu'il y a une variation qui dépend de quelque chose. La grande différence, c'est que du coup, elle ne va pas à la place. Ce qu'on leur propose, donc, c'est de se caler sur les pleines lunes et les nouvelles lunes et d'essayer de voir à quel moment elle rentre dans cet élément espace, cette sensation que tout est vraiment hyper connecté, cette sensibilité particulière. Puis le besoin de se retrouver seul, c'est vraiment des signes typiques de l'espace. Et ça peut se caler soit au moment de la pleine lune, soit au moment de la nouvelle lune, ça dépend vraiment de chaque femme. Et puis c'est tellement dépendant aussi de tous les événements qu'on traverse, parce que ça se passe au niveau des glandes du cerveau, l'hypophyse et l'hypothalamus, qui régulent nos différents axes hormonaux. Et eux, ces glandes-là, elles sont directement liées aussi au centre de régulation du stress. Donc, c'est hyper aléatoire, en fait. Mais le but, c'est pas d'être calé forcément sur la nouvelle lune ou la pleine lune, c'est juste de suivre son évolution. Le message que j'ai envie de faire passer aux femmes, quel que soit votre état, on va dire, au niveau des cycles hormonaux, franchement, amusez-vous à suivre ces variations. Ça peut paraître hyper simplifié et on peut se demander, mais ça sert à quoi ? Faites le jeu pendant 28 jours et amusez-vous à revenir dessus. Je pense que vous allez vraiment découvrir un beau cadeau de votre corps. Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ont du mal et qu'elles rêveraient d'être un homme, en fait, parce qu'elles n'en peuvent plus de leur cycle. Et j'étais la première à penser ça, à 13 ans, quand j'ai eu mes premières règles. Je me disais, mais ça sert à quoi, ce truc ? Et aujourd'hui, c'est un cadeau pour moi, le fait d'être une femme. Le fait d'avoir cette capacité à surfer d'une énergie à l'autre, d'être à la fois dans la guerrière, dans l'artiste, dans celle qui aime prendre soin des autres, la mère, et celle qui aime être seule et se connecter à son intuition. C'est vraiment une richesse. Et le jour où on inverse ses croyances parce qu'on a compris ce qui se passe dans notre corps, franchement, ça change tout. Et bien d'ailleurs, je vous invite, du coup, si vous êtes intéressé à nous rejoindre sur mon groupe privé Facebook qui s'appelle Sexy Smart Spirituel pour les entrepreneurs qui changent le monde. Et là, justement, c'est plein de femmes qui ont fait leur mandala lunaire, leur premier, et on évolue un peu ensemble, du coup. Ça permet de se motiver, de poser des questions. Et à chaque nouvelle lune, je propose une méditation en Facebook Live. Comme ça, c'est pas mal de se sentir entouré, en fait, quand on explore comme ça les différentes facettes de soi-même, mais que c'est pas forcément dans les manuels scolaires ou qu'on a l'impression d'être seul, ça peut être pas mal d'être dans une tribu. Et qu'en est-il du coup des hommes ? Est-ce que eux ont un cycle ? Est-ce qu'ils ont un cycle lié à la lune aussi ? Ou tu peux faire un mandala lunaire ? Tous les êtres vivants ont des cycles, ça c'est sûr. On est calqué sur les saisons, sur les rythmes jour-nuit, sur les marées aussi, si on vit au bord de la mer. Sur la lune, forcément, la lune, elle impacte tous les êtres vivants sur Terre. Maintenant, vu que les hommes n'ont pas ce cycle particulier hormonal qui implique un écoulement de sang à chaque lune, en fait, moi, c'était ma grande question. Et c'est pour ça que le premier programme en ligne que j'ai lancé l'année dernière sur 9 mois pour accompagner des femmes, je l'avais aussi proposé à 4 hommes. En leur proposant leur mandala lunaire à remplir, pour essayer de comparer. Et donc là, je suis en phase de décryptage de ce que ces hommes ont vécu. Si j'avais proposé ça, c'est parce que moi, à l'époque, j'avais commencé à faire mes mandalas lunaires. Je me rendais compte que mon compagnon avait aussi ces variations et que j'avais l'impression qu'on se calait. Donc, est-ce que un homme qui vit avec une femme se cale au rythme de sa compagne ? Et du coup, ça pourrait être intéressant de voir un homme qui vit seul ou un homme qui vit avec un homme. Est-ce qu'il y a toujours ces variations ? Enfin, pour moi, il y a
champ d'exploration assez énorme à aller pister, à aller mesurer. Mais là où ça devient compliqué, c'est que c'est le genre d'études où on n'a pas de produits ou de médicaments à vendre, donc c'est difficile de lever des budgets. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le concept d'un cercle de femmes et en quoi ces réunions consistent? Que ça existe aussi pour les hommes? Oui, ouais, tout à fait. Et moi, l'une des premières fois où j'ai assisté à un cercle de femmes, c'était aussi à peu près 5-6 ans. Et au début, avant de participer à ce cercle, j'étais assez résistante parce que pour moi, de l'extérieur, j'avais l'impression que c'était une réunion d'alcooliques anonymes. Ou alors une thérapie de groupe où on allait beaucoup parler. Et j'ai été surprise après ma première expérience parce que un cercle de femmes ou un cercle d'hommes, le principe d'un cercle, en fait, c'est que déjà la disposition en cercle, elle joue énormément parce qu'on sort de la posture du sachant, du conférencier qui va se mettre en face et des autres qui écoutent. Dans un cercle, tout le monde a la même position, tout le monde se voit. Ça joue pour nos neurones miroirs. Et ensuite, il y a quelques principes de base dans un cercle où, sur un sujet particulier, chacune va pouvoir s'exprimer, mais pas que par la tête, puisqu'il y a des temps de méditation, des temps de visualisation, des temps pour se reconnecter à son corps physique, à ses émotions. Et l'idée, c'est de partager en étant connecté à tous ces corps. C'est aussi d'accueillir le silence, d'accueillir une autre temporalité où on n'est pas juste chacun en train de parler comme autour d'un café, puisqu'il y a un bâton de parole. Et quand la personne a un bâton de parole, elle délivre une parole qui est sacrée. Et les personnes qui l'écoutent sont vraiment dans cette écoute empathique, où elles sont pleinement présentes et elles ne coupent pas la parole. Et du coup, ça nous met dans une autre dimension, plus profonde, plus respectueuse, et on s'ouvre à nos autres dimensions. Et après, ça dépend des cercles, mais moi j'aime beaucoup aborder justement ces différentes phases du cycle de la femme. Et ensuite, on partage sur différents sujets où on n'a pas l'occasion de discuter forcément, que ce soit au travail ou entre amis, ou ces sujets qui sont parfois tabous, ou alors très vite stigmatisés au niveau médical. Et ça ouvre un espace en sécurité, en bienveillance, où les femmes vont pouvoir déposer ce qui leur tient à cœur et elles vont vraiment pouvoir sentir le fait d'être entendues, accueillies dans leur vérité. Et ça, je trouve que ça aide énormément dans notre monde d'aujourd'hui où on est paradoxalement hyper connectés, mais en même temps, en termes de connexion sur d'autres plans, ça peut être plus difficile. Et tu parles également souvent d'un sujet qui est l'empowerment. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Étant une ex-Pita et je suis aussi allée m'amuser dans les hautes sphères de l'armée française puisque j'étais médecin capitaine chez les pompiers de Paris. J'ai beaucoup fréquenté la notion de pouvoir. Et dans ce cheminement autour du féminin, j'ai réalisé qu'il y avait une grosse différence entre le pouvoir et la puissance. Pour moi, le pouvoir, c'est quelque chose qui vient de l'ordre de l'ego et qui veut maîtriser les autres. Alors que la puissance, c'est une force qui est plus intérieure, qui existe chez tout le monde. Et là, quand on parle des femmes, je suis persuadée que toutes les femmes ont cette puissance intérieure, mais que nos conditionnements, notre société, notre éducation, nos croyances bloquent parfois. Et cette idée d'empowerment, d'empuissantement, c'est d'apprendre à enlever tout ce qui bloque cette énergie-là pour la laisser briller et la laisser diffuser à l'extérieur. Du coup, c'est plus je suis dans mon pouvoir pour prendre le pouvoir chez l'autre, c'est je suis dans ma puissance pour la partager et inviter l'autre à être dans sa puissance. Et alors, comment tu accompagnes les femmes là-dessus pour libérer leur puissance? C'est une grande question, mais dans la lecture des chakras,
donc qui sont ces centres énergétiques qu'on a dans nos différents corps. Il y a un chakra en particulier qui permet de nous connecter à cette puissance intérieure, qui est le 3e chakra. Un chakra qui se situe juste au niveau du plexus solaire, au-dessus du nombril, et qui correspond à notre capacité à transformer, à digérer. Et pour éveiller ce 3e chakra, en fait, quelque part, tout est connecté et on a besoin de réveiller tous nos autres chakras. Et c'est comme ça que j'accompagne les femmes, en fait, à travers l'exploration de leurs différents chakras. Le premier qui leur permet de les enraciner, d'être en sécurité. Le deuxième, où elles vont se connecter à leur sensorialité. Le 3e, c'est leur feu qui va briller. Le 4e, c'est l'énergie du cœur. Le 5e, c'est comment j'exprime, parce qu'il se situe au niveau de la gorge. Une fois que j'ai bien posé mes chakras du bas, comment j'arrive à exprimer ma vérité au monde. Et le 6e, c'est comment je me connecte à mon intuition. Et le 7e, c'est comment je me connecte au grand tout. La résumer comme ça en une phrase, c'est très joli, très poétique, mais après, c'est un travail quotidien avec des résistances qui apparaissent. Et plus on avance, plus les résistances peuvent être grandes. Mais c'est ça aussi la beauté du chemin. Et finalement, dans mon livre, par exemple, ma détox ayurvédique colorée, qui est pour les hommes et les femmes, c'était déjà un voyage en 7 étapes pour aller explorer ces chakras par la couleur notamment et par l'alimentation. Et dans mon programme en ligne sur 9 mois, on va plus en profondeur puisqu'on a 9 mois et chaque mois, on va explorer un chakra. Comment tu as eu l'idée de ce livre d'ailleurs, ma détox ayurvédique colorée, parce qu'il est quand même très particulier dans le monde de l'Ayurveda? Et je suis d'accord avec toi qu'il est très particulier parce que c'était très compliqué pour les libraires de le classer. En fait, ils auraient pu le mettre dans la détox. Il y en a même certains qui voulaient le mettre en naturopathie. Il y en a qui voulaient le mettre en développement personnel. Il y en a qui voulaient le mettre en yoga. En fait, c'est vrai qu'il est intégratif en fait. Ouais. L'idée elle m'est venue parce que je suis passionnée par les couleurs et j'ai commencé à adorer cuisiner à l'âge de 30 ans à peu près. Pas avant, bizarrement, mais c'est à 30 ans que j'ai réalisé que mon blocage d'avant, c'était que je voulais pas être une femme au foyer. Donc, je voulais pas aller dans la cuisine. Quand j'ai lâché ça, j'ai réalisé que cuisiner, c'était un vrai terrain de jeu, un terrain artistique. Et quand j'ai commencé à accompagner les personnes sur le chemin de l'Ayurveda, j'avais pas envie de leur donner des recettes et de leur dire, voilà, faites ça, ça, ça. J'ai envie qui créent en partant de quelle couleur ils ont envie de voir dans leur assiette. Et lors de mes formations, quand j'ai compris l'importance des phytonutriments qui donnent la couleur des aliments, et que la nature est super bien faite, parce qu'en fait, le message est très simple. Plus tu mets des couleurs naturelles dans ton assiette, plus tu vas apporter ce dont ton corps a besoin. Je m'étais dit, tiens, si je proposais un programme en ligne sur 7 jours, où chaque jour je poste une recette, on va tous faire, et puis il y aura une posture de yoga, un exercice de méditation, un exercice créatif où on va créer son mantra. Et donc j'ai fait ça, il y avait une 50aine de personnes lors du premier programme, et les retours étaient super intéressants. Et après j'ai été contactée par une maison d'édition qui m'a dit, est-ce que tu veux le mettre en format livre? C'est comme ça que l'aventure a commencé. Dans le livre, je parle des couleurs, mais après, les saveurs aussi sont très importantes, les textures. Plus tu varies au niveau de l'information sensorielle, plus tu vas aider ton feu digestif à se synchroniser avec ton feu mental. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, en Ayurveda, la nutrition, c'est pas que les kilocalories, c'est pas que les protéines, les lipides, les glucides, c'est aussi comment tu crées une harmonie entre ce feu digestif qui est au niveau du cerveau et le feu digestif au niveau du tube digestif. Et plus ils s'entendent, premier et deuxième cerveau, plus on va mieux digérer ce qu'on mange et plus on va mieux assimiler ce dont on a besoin. Et ça passe par plusieurs choses, mais notamment le code des 5 sens a toute sa place ici. C'est pour ça que je parle de nutrition intelligente en Ayurveda. Et plus tu vas mettre donc tes couleurs, plus ça veut dire que tu apportes les sources de phytonutriments nécessaires. Et tu vas aussi nourrir quelque part les cellules de ta rétine qui font partie du feu digestif. La rétine est capable de voir cette longueur d'onde, cette couleur, on va dire. Donc quand tu as ça comme information dans ce que tu bois et ce que tu manges, il y a une
information de plénitude qui va aller dans les cerveaux. Ça, c'est pour l'interprétation ayurvédique. Après, pour l'interprétation de médecine occidentale, tu vas faire ton stock de phytonutriments. Pareil pour le goût, le fait d'apporter les 6 saveurs de l'Ayurveda. On a des récepteurs spécifiques dans la langue. Tu vas nourrir tous ces récepteurs. Et encore une fois, tu vas apporter la sensation de plénitude. Et ça, le jeu entre l'hormone de la faim et l'hormone de la satiété, elles arrivent à équilibre justement parce que tu nourris tous tes sens. Donc voilà, s'il fallait résumer un petit peu cette importance de la sensorialité dans l'alimentation, c'est vraiment ça. J'aurais envie de rajouter aussi peut-être le fait de manger avec les doigts. Quand on voit un enfant qui mange avec les doigts, en fait, on lui dit non, arrête, prends ta fourchette. C'est dommage. Il faudrait qu'il garde cette envie-là à l'âge adulte. Et nous, adultes, on devrait revenir à cette sensorialité-là. Déjà parce que au niveau de la température et de la texture, ça informe le corps de ce qu'il va manger. Et aujourd'hui, on sait que notre microbiote, notre flore intestinale, elle se nourrit aussi des bonnes bactéries qu'on a sur les doigts. Donc en fait, on régénère un petit peu notre capital au niveau du microbiote. Et est-ce que tu peux nous dire quel sera le sujet de ton prochain livre ? Oui, alors au moment où je vous avais écrit, en effet, il y avait un livre, mais là, il y en a 2 autres. En tout cas, sur notre thématique, là, maintenant, tout de suite, cette aventure sur 9 mois m'a vachement inspirée. Je me suis dit, j'ai envie d'en faire un livre et d'inviter les lectrices à suivre cette temporalité des 9 mois, parce que c'est pas anodin, je pense, qu'on a envie de faire un bébé ou pas, en fait. Dans cette énergie de création, de créativité, ça peut être faire un bébé, ça peut être mettre au monde un projet. Pour moi, tout ça, c'est la même énergie. Et je voulais accompagner les femmes à travers 108 mantras pour les femmes qui changent le monde. 108 mantras sexy, smart, spirituels. Et dans ces 108 mantras, il y a des mantras traditionnels, sanscrits, qui vont rythmer chaque lune. Mais au milieu, ça va être des mantras beaucoup plus modernes, des citations ou des phrases qui, moi, m'ont beaucoup aidée lors de moments pas forcément évidents dans cette folle vie de l'entrepreneuriat. Ça peut être des citations ou des phrases que des femmes m'ont partagées et que je trouve hyper intéressantes. Et puis, il y a aussi des propositions de création de vos propres mantras par rapport à une situation, par rapport à un constat, par rapport à ce monde qui change où finalement on est en train de recréer nos propres règles du jeu. Je pense que c'est une opportunité, mais que c'est pas forcément évident quand on n'a plus de repères. Donc l'idée c'est ça, c'est que ce soit un livre qui nous permet de créer nos repères en utilisant ce pouvoir des mantras qui sont des vibrations. Et à force de se les répéter, en fait, on crée notre nouvelle réalité. Il sort quand ce livre ? Écoute, normalement, si tout va bien, début de 2020. On attend avec impatience. Merci. On a quelques petites questions qui sont des questions rituelles dans le podcast. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes rituels à toi le matin pour bien commencer une journée ? Ça dépend de où est-ce que je me situe dans mon cycle. Si tu veux, quand je suis dans une énergie de feu, de début de cycle, mon corps spontanément me demande à me mettre en mouvement, à me dynamiser, et c'est hyper facile d'aller sur mon tapis de yoga et de faire un petit enchaînement sur un quart d'heure, une demi-heure. Et ça, j'adore ça, surtout quand je voyage beaucoup. Ça me permet de bien m'ancrer et de bien commencer la journée. Mais sinon, quand je suis dans ma phase où j'ai mes règles, où je suis dans l'énergie de l'espace, je m'offre volontiers une demi-heure, voire 1 heure de plus au lit. Et je me fais une méditation allongée dans mon lit pour commencer tranquillement la journée et vraiment me prendre soin de moi. Tu vois, me faire ma petite infusion d'eau chaude citronnée, me faire des automassages des pieds. C'est plus vraiment une énergie de cocooning. Et donc tu nous as parlé des livres sur lesquels tu as travaillé et qui vont sortir. Et est-ce que tu as d'autres projets pour les mois, années à venir ? Oui, j'en ai toujours des projets. Ça n'arrête jamais. Mais c'est ça qui est chouette.
Et là, celui sur lequel je suis en train de travailler là en ce moment, c'est donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Doc La Luna TV. C'est là où j'avais publié toute une masterclass sur les cycles des femmes l'année dernière. Et là, cet été, je vais publier une émission qui s'appelle Yoni Power. Yoni en référence à le mot sanskrit qui désigne le vagin de la femme, mais dans toutes ses dimensions, donc c'est notre espace sacré en fait. Et c'est un petit quiz sur 5 minutes. Je pose des questions à des femmes qui m'inspirent et elles répondent du tac au tac. C'est un peu comme ces émissions sur Facebook qu'on voit Combini ou Fast and Furious là. Ouais. Et là, c'est sur des sujets du féminin. Et là, j'ai commencé à enregistrer et c'est hyper drôle. Et l'idée, c'est, je vais interviewer des femmes qui sont connues, mais j'ai aussi envie d'interviewer des femmes qui sont pas connues, mais qui sont dans leur quotidien, qui changent le monde à leur manière. Et j'ai pensé à ma sœur, notamment, qui a 2 enfants merveilleux et qui, voilà, elle s'occupe d'eux. Et je trouve ça chouette de pouvoir ouvrir cet espace pour que n'importe quelle femme ait envie de partager sa manière de voir son monde. Et voilà, ça c'est Yoni Power. Ouais. Bah, écoute, justement, on a une question à laquelle tu peux essayer de répondre au tac au tac. C'est donc c'est l'instant de gratitude. Si tu devais dire merci, remercier quelqu'un, quelque chose, qu'est-ce que ce serait? J'ai envie de dire merci la vie. Merci la vie de nous permettre, nous femmes au XXIe siècle, de nous épanouir, de nous donner les moyens de nous épanouir à travers toutes ces belles sagesses, notamment l'Ayurveda, puisque c'est le sujet ici. Parce que je me rends compte que mes grand-mères, par exemple, elles n'avaient pas cette opportunité de voyager, pas besoin d'aller à la génération de mes grand-mères, mais aujourd'hui encore, il y a des femmes qui n'ont pas accès à leur liberté. Et je suis vraiment en gratitude par rapport à ça. Je pense notamment en ce moment, il y a tout un mouvement autour des femmes sorcières qui ont été brûlées au Moyen-Âge parce qu'elles détenaient un savoir différent de la norme. Et moi, je suis très touchée par ça et je me dis que peut-être qu'aujourd'hui, un de nos rôles en tant que femme au XXIe siècle, c'est de guérir toutes ces femmes qui n'ont pas pu s'exprimer et nous, peut-être, oser être nous-mêmes et contribuer à notre manière à l'épanouissement du monde. Merci beaucoup. Maintenant, mettre sur ma liste. Je vais vous interviewer. Avec grand plaisir. Ce serait super, ouais. Merci beaucoup, Nathalie. Tu nous inspires énormément et c'est super d'avoir des gens comme toi pour avancer. Avec plaisir. Belle soirée à vous et à bientôt. Merci. Bonne soirée. À bientôt, Nathalie. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!